Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les pas tout à fait réveillés, les un peu endormis. Bienvenue en tout cas à tout le personnel au sol. Aujourd'hui, dans les atypiques inspirants, je reçois une étoile. Oui, oui, une étoile née d'un père sans limite et d'une mère anticonformiste et visionnaire. Estelle, qui veut dire étoile. Estelle Rinaudot pourrait être qualifiée de superwoman. Elle est quinquaglotte puisqu'elle parle 5 langues qui lui ont permis de se partager entre l'Italie, le Brésil, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Elle a été formée à l'Ayurveda, à l'Institut Tapovan et à la science de la conscience avec Patrick Drouot. Estelle a obtenu une licence de management et d'économie internationale, puis un master en économie de l'énergie et de l'environnement. Mais elle apprend une autre langue, la langue des mouettes, puisqu'elle se lance sur un voilier pour faire le tour du monde. Jusque-là, tout va bien. Mais, l'entrepreneuse intrépide multiplie conférences, création de start-up, lancement d'un magazine, création d'une fondation, et j'en passe. Rien ne l'arrête. Sauf que 2012 la jette au lit pendant 3 semaines. Un burn alert, comme elle le nomme. Une alerte qu'elle n'entend pas vraiment, puisqu'elle repart bille en tête dans sa course effrénée, shootée à l'adrénaline de ses nombreux talents pour créer, innover et organiser à l'international. Mais 4 ans plus tard, elle tombe une seconde fois à terre, cette fois dans un burn-out force 10 qui la clouera au lit pendant 2 années pleines, où elle passera 20 heures par jour alitée, en saturation cognitive et vidée de son énergie vitale. Plus encore, la mouette est devenue muette. Dire seulement bonjour lui demande un effort surhumain. Il lui faudra 4 ans de convalescence pour se débarrasser du culte de la performance, pour retrouver du sens et de la cohérence dans sa vie, grâce à une véritable antidote au burn-out dont elle nous donne les clés dans ce livre sorti au souffle d'or, du burn-out au lighting. Bonjour Estelle, bienvenue et question essentielle, comment allez-vous? Bonjour Phil, merci pour cette belle introduction. Et je vais bien, je vais très bien. Mon énergie est revenue, continue à revenir toujours plus. Et j'arrive à réaliser mon objectif, mon rêve, mon envie du moment où je me suis effondrée, qui a été de comprendre ce qui m'était arrivé pour aller mieux, beaucoup mieux même qu'avant mon burn-out. Donc voilà, je suis en train de réaliser ça. Super, magnifique. Donc, comme tu sais, on va utiliser le hasard, qui est un merveilleux guide, en tout cas pour moi, dans ma vie. Bon. Et j'ai mis des petits mots là-dedans qui sont des questions, des mots de ton livre. Voilà. Là, c'est tout dans ton livre. Donc, on va piger, comme on dit au Québec, on va piger un premier petit papier pour démarrer. Et donc, ça va être celui-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, on rentre tout de suite dans le sujet. Là, c'est l'absence de limite entre la vie professionnelle et personnelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Alors, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que les personnes qui font souvent des burn-out, le burn-out est connu comme étant la maladie du battant. Le Ah, professeur Freudenberger, qui a inventé, si on peut dire, ce terme-là, donc, dans les années 60-70, a nommé cette maladie la maladie du battant parce qu'il s'est rendu compte que ce sont souvent des personnes qui ont une vocation, donc un métier à vocation. Ça peut être dans le milieu médical, ça peut être dans le milieu entrepreneurial, dans le milieu même du droit, enfin peu importe. Ce sont ces personnes-là qui vont, par passion, par envie, aller jusqu'au bout de leur force, jusqu'au moment où elles vont s'effondrer. Et quand on a une passion, qui est aussi une vocation, il est très difficile de mettre des limites entre la vie personnelle et la vie professionnelle, puisqu'elles se chevauchent. C'est ce qui est beau, mais en même temps, ça peut être un risque quand on ne s'inscrit pas dans le bon modèle de société. Voilà. Mais les personnes qui ont des horaires, qui ont vraiment une délimitation peut-être plus stricte entre ouais. la vie privée et la vie professionnelle, ont peut-être plus de chances de faire ce qu'on appelle des bore-out,
peut-être parce qu'ils sont peut-être dans des un peu plus cadrés et que du coup, ils se font jamais peut-être prendre par leur envie, par leur passion à travailler jusqu'à minuit ou 1 heure du matin. Mais d'un autre côté, ils sont protégés. Ils sont plus protégés parce que voilà, ils savent qu'à 5 heures, 18 heures, hop, j'arrête, c'est terminé, je rentre chez moi. J'ai plus ce petit vélo qui tourne. Et quand on est entrepreneur, surtout, ou qu'on est, j'imagine, médecin, on essaie toujours de faire mieux, on essaie toujours de trouver des solutions. On ramène un petit peu les problèmes non résolus à la maison Eh oui, aussi. c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que là, maintenant, avec la technologie, avec le télétravail qui a été beaucoup poussé depuis 2 ans, et moi, j'en suis un exemple parfait parce que mon travail, je fais tout par Internet chez moi. Et effectivement, c'est même quand on sort, après, on a son téléphone. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour… là, on parle donc du coup des technologies. Enfin, j'ai bien entendu dans ce que tu dis que finalement, d'une certaine manière, ceux qui sont dans une entreprise sont un peu plus protégés parce qu'ils vont à l'extérieur, il y a des horaires, etc. Et finalement, des gens comme toi ou moi, ou, enfin des entrepreneurs individuels, etc., encore que beaucoup de gens mènent du travail à la maison. Hein. Là, je suis allé faire une petite marche tout à l'heure et voilà, alors que c'est près du fleuve Saint-Laurent, et c'est une promenade magnifique, je vois tout de suite quelqu'un qui est là, dire, ah oui, qui parle business alors qu'il n'est pas encore à son travail. Hein. Donc, voilà, est-ce qu'il y aurait quelque chose déjà, juste comme ça, que tu as mis en place, toi, pour ne pas te faire happer par ces technologies Alors, oui, non, je rebondis juste sur ce que tu dis. C'est vrai que depuis le confinement, beaucoup de personnes ont découvert les joies du télétravail, mais aussi leurs limites. C'est-à-dire qu'au début, on dit, ah, c'est génial, je travaille de chez moi. Oui, mais quand c'est pas cadré, on tombe vite dans l'excès et dans la perte de ses limites. Alors là, j'ai envie de dire que ça va venir de soi et avoir des rituels, des moments où on éteint tout. Donc, par Ouais. exemple, je sais qu'à partir de 9 heures le soir, je veux plus regarder mon téléphone, je veux plus avoir les yeux sur un ordinateur parce que sinon on commence une chose ou l'autre, sauf si c'est pour mettre une musique pour faire une méditation, Ouais. sinon non. Et le matin pareil, j'essaie de pas commencer avant 9 heures et je me mets des limites. Voilà, je me mets des limites volontairement. Et parfois c'est difficile de les respecter quand on est une ancienne addict au travail, mais quand on sait vers où ça nous mène, on arrive plus facilement à les respecter. On n'a plus envie après un burn-out. Alors, oui, en fait, c'est ça, c'est de créer un rituel. Et je vois bien, c'est de se créer l'habitude du rituel. Et Voilà. il faut répéter beaucoup, je crois, pour que ça s'ancre vraiment. Donc là, j'ai pris un autre petit papier. Et là, on parle du mécanisme déclencheur. Donc, qu'est-ce que, déjà, dans ton histoire, qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce qu'il y a eu plusieurs déclics? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, c'est tout l'objet de mon livre parce que quand je me suis effondrée donc une deuxième fois, j'ai voulu comprendre comment j'avais réussi à me mettre dans un tel état. Parce que là, j'ai été au top du burn-out. Donc, j'ai dit là, je veux comprendre. Et il y avait donc les causes que j'ai nommées des causes secondaires, donc l'absence de limite entre vie privée et vie professionnelle, le culte de la performance. Il y avait des causes que j'ai trouvées intéressantes, mais je me disais, c'est pas ça qui m'a fait m'effondrer. Et c'est là que j'ai vraiment cherché à comprendre le mécanisme qui, pour moi, est basé sur l'incohérence. Je me suis rendu compte que ce qui nous mène au burn-out, c'est que un jour ou l'autre, on rentre dans un cercle d'incohérence, dans un cycle d'incohérence où petit à petit, la vie, nos choix, les choix de notre entreprise, de notre industrie, nous mènent toujours vers plus d'incohérence. Et au fur et à mesure que l'incohérence en nous et à l'extérieur, en conséquence, grandit, on va aller vers un état de burn-out qui est plus grave. Donc, pour moi, le mécanisme du burn-out s'articule vraiment autour de cette notion d'incohérence. Incohérence, c'est ça. Est-ce que tu aurais un petit exemple de quelque chose qui est incohérent, mais qu'on n'a pas vu comme étant incohérent, un exemple? Par exemple, dans ma propre vie, donc moi je travaillais dans le secteur des technologies, j'avais créé plusieurs startups. Mon objectif, c'était de vouloir changer le monde. Par exemple, on avait créé un univers pour les petites filles qui s'appelait Amuse World depuis Lofty Dreams. On avait plus de 60 000 petites filles. Notre objectif était vraiment de les ouvrir à des valeurs différentes, à la curiosité, à la science, à la littérature. Et notre objectif était de les aider à s'épanouir.
de Ouais. développer des outils technologiques et littéraires pour les aider à s'épanouir. Or, quand on est dans cette industrie des startups, très rapidement, la plupart de ce que les gens veulent, c'est faire de l'argent. Donc, faire de l'argent et on est poussé à aller contre nos valeurs, à développer des instruments qui, au final, enferment les utilisateurs, dans ce cas-là des petites filles, alors même que notre idée initiale était pure et honnête, j'ai envie de dire. Ah. Et bon, dans notre cas, nous ne l'avons pas fait parce que voilà, mais on n'a jamais, on n'a jamais réussi à décoller. Et dans ce secteur de la technologie, j'ai vu beaucoup de startups qui avaient une idée initiale, vraiment une volonté, une intention positive, qui au final était comment dire, rendu à faire le contraire de ce pourquoi l'entreprise était née. C'est ça, c'est pas perdre de vue vraiment. J'avais lu Le pouvoir de l'intention, je crois, d'Eckhart Tolle, je crois que. En tout cas, l'intention, mais il faut la garder, l'intention. C'est ça, c'est ça l'histoire. Exactement. Et Exactement. comment est-ce qu'on pourrait faire dans une start-up pour, attention, ne pas, parce que là, tu as parlé de l'argent, et effectivement, la relation à l'argent, elle est très importante, mais l'argent, c'est juste une énergie, ça peut pas être un but. Donc, est-ce qu'il ne serait pas un manque je dirais, de développement personnel de ces personnes sur leur relation à l'argent, par exemple? Alors écoute, peut-être pour certaines, oui. Dans mon cas, je ne crois pas, parce que comme tu l'as dit, moi, le développement personnel, je suis tombée dedans quand j'étais très jeune. En revanche, ce que je n'avais pas évalué suffisamment dans mon burn-out, et c'est pour ça que j'ai replongé une deuxième fois, c'est le lien entre nos intentions et dans quel modèle de société ces intentions s'inscrivent. Donc, dans Voilà. mon livre, je fais la différence entre la société dominante aujourd'hui, que j'ai nommée la société technologique, qui suit la logique de la technologie, où l'homme est quelque part au service de la technologie, de l'argent, du pouvoir, du contrôle, de la propriété intellectuelle, et une autre société qui est la société biologique, qui suit la logique du vivant, où la technologie est au service de l'homme, et c'est le modèle émergent, on va dire ça. Il y a un modèle dominant qui, pour moi, est proche de l'effondrement lui-même, et un modèle émergent. Quand on a une start-up, la plupart des startups s'inscrivent dans le modèle technologique, logiquement, puisque c'est basé sur la technologie, et il est très difficile c'est ce que je pensais au départ, que dire oui, mais mes intentions sont bonnes, donc je vais résister contre toutes les influences. Non, quand on est enfermé dans ce modèle-là, on ne peut pas être plus fort que ce modèle-là qui nous écrase. Donc, si on travaille dans le secteur de la technologie, à ce moment-là, l'idée serait d'essayer de voir comment, dès le départ, inscrire son entreprise et ses actions dans ce nouveau modèle qui est le modèle biologique. Et je suis certaine qu'il y a de nouveaux incubateurs, de nouvelles manières d'œuvrer sur des modèles technologiques qui ne dépendent pas des investisseurs de BlackRock, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu comme si on se laissait contaminer peu à peu, voilà, par ce modèle qui nous entoure et on perd de vue l'intention de départ. Alors, je prends un autre petit papier. Qu'est-ce que c'est? Comment créer de la cohérence en soi? Tu as commencé à en parler. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus comment créer de la cohérence? Le mot cohérence, peut-être fouiller un petit peu plus, ça veut dire quoi? Alors, quand est-ce qu'on est cohérent? Alors, souvent, je ne sais pas si toi ça t'arrive, mais moi ça m'arrive, on va penser quelque chose, dire une autre chose et faire encore une troisième chose. Donc, par exemple, je dois trier mes déchets. Et puis au final, on met nos déchets de la salle de bain tout dans la même poubelle. Et puis, donc souvent, on n'est pas cohérent sur des petites choses, des grandes choses. Donc l'idée, c'est d'aligner ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Voilà. C'est ça pour moi la cohérence. Et après, il y a une cohérence qui est physique. Donc, par exemple, pour comment se mettre en cohérence, il y a quelque chose de très simple, c'est à travers la pratique de la cohérence cardiaque. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la cohérence cardiaque, il s'agit en fait de faire une respiration spécifique, donc pendant 3 à 5 minutes, où on va inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes en mettant la main sur le cœur, ce qui va attirer l'attention sur le cœur, et en ressentant des émotions comme la gratitude, la joie, l'amour, la paix. Et cette partie-là, ça permet au cœur, qui est un petit peu le chef d'orchestre de tous les organes de notre corps, de remettre en cohérence tous les systèmes biologiques de notre corps. Donc, il va y avoir cette manière simple de créer de la cohérence. Et après, j'ai envie de dire que moi, ce que j'aime, c'est
c'est faire ce que j'appelle des micro-actes de cohérence. Un micro-acte de cohérence, ça va être quand on est dans les bouchons ou quand on est sous la douche, se mettre une musique qu'on aime et qu'on va répéter une ou deux fois et où on va sentir notre cœur rentrer en expansion. Donc, tout ce qui va nous créer un état de joie, de paix, où on sent notre cœur rentrer en expansion, ça ramène de la cohérence. Et là, j'ai envie de dire que chacun va être un petit peu l'explorateur de sa propre vie, parce que ce qui, moi, me met en cohérence ne te met peut-être pas toi, ni les personnes qui nous écoutent en cohérence. C'est ça. Oui, c'est super que tu parles de. Bon, je pratique la cohérence cardiaque, mais pas assez. Je me rends compte que parfois, effectivement, je respire presque en apnée. Je dis ah là, il y a une émotion, donc je le fais. J'ai d'ailleurs sur mon téléphone, voilà, une application pour me mettre en cohérence cardiaque. J'avais pas noté de mettre la main sur le cœur. Ça, je trouve que c'est important. Tu vois, je l'avais pas fait. C'est bien que tu le dises. Ben justement, puisque ramener les choses au cœur de soi, cultiver la joie, faire des petits actes, comme tu dis, des micro-actes ou des petits rituels comme ça. Puisqu'on parle de cohérence cardiaque et de respiration, à un moment donné, tu dis je ne savais plus respirer. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Alors oui, comme tu l'as dit toi-même, on est souvent en apnée. Et moi-même, en ce moment, depuis quelques jours, je me rends compte que j'ai un petit peu comme un blocage au niveau du plexus solaire, et ce qui m'oblige à faire des respirations hautes, et au final, qui ne respire pas, je ne respire pas avec le bas. Et comment vivre bien si on ne respire pas bien? La respiration est à la base de la santé, puisque c'est ce qui va oxygéner notre cerveau, c'est ce qui oxygène nos cellules. Donc, c'est vraiment un des points clés de la santé, c'est ce qui va oxygéner toute notre colonne vertébrale. Donc, c'est réapprendre à respirer, c'est quelque chose de basique et pourtant, on l'a oublié, on l'a désappris, principalement aussi parce qu'on passe beaucoup de temps assis. Donc, quand Oui. on est assis, on ne respire pas comme quand on est debout en train de marcher. Oui. Donc, c'est vraiment un point clé de réapprendre à respirer. Toi qui dois travailler, qui travaille la voix aussi, pour la Voilà. voix, moi, je me rends compte que la respiration, que quand je fais une conférence, au bout d'une heure, j'ai plus de voix Ah, et plus de souffle, parce que c'est un problème de souffle. Donc, c'est vrai que... Et en même temps, quand tu fais de l'apnée, parce que j'ai commencé aussi un petit peu à faire de l'apnée, dans la mer, c'est quelque chose d'extrêmement relaxant. Donc, l'apnée en conscience peut être une belle expérience relaxante. voilà. C'est là, tu as dit le mot, c'est en conscience, tu vois, en conscience. Je me fais une petite pub pour mon livre, Vivez votre voix en pleine présence, parce que la présence, c'est lié à la conscience aussi. Et donc, ça fait, moi, 15 ans que je travaille là-dessus, 20 ans, je dis 15 ans, 20 ans. D'ailleurs, je vais inviter ici Edouard Stack qui a créé la respirologie. Et qui va très très loin. Donc ça part un peu du pranayama aussi, mais comme c'est un kiné, il est allé très très loin dans cette respiration. Et je lui ai demandé un jour, on était invité à la même conférence, il y avait plusieurs conférences, et je lui dis, j'avais vu à son réglage sur le plateau, qui commençait à parler de son livre, la respirologie, et et je lui ai dit, mais bon, tu n'es quand même pas conscient de ta respiration de 24 heures sur 24. Et il me dit, si. Il a pris du temps pour me répondre, justement. Il était en conscience dans sa respiration. Il m'a dit, si. Je suis, alors, pas quand il dort, là, mais en tout cas, et ça m'a beaucoup interpellé parce que maintenant, je me surprends à ne pas être conscient de ma respiration. Et c'est ça aussi pour trouver le petit truc. Alors, je prends un autre papier, à moins que tu aies quelque chose à ajouter là-dessus, pardon. Non, non, non. Voilà. Donc, un autre petit papier. Ah ben là, tu l'as déjà dit, la société technologique en opposition à la société biologique qui se cale sur la logique du vivant. Et j'aimerais que tu me parles un petit peu plus de cette logique du vivant, donc la société biologique. Et c'est bien d'avoir mis ça dans ton livre. Je trouve que c'est très très fort. Ça me rappelle un peu aussi Louis Fouché. J'ai lu son livre, le docteur Louis Fouché, qui parle vraiment du vivant, etc. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Oui, bien sûr. Alors déjà, contrairement à la société technologique qui va créer des cercles de dépendance, la société biologique crée des cercles d'abondance.
Pourquoi? Parce que il n'y a qu'abondance en fait. L'énergie est renouvelable dans la nature, elle se renouvelle chaque année, elle suit des cycles. Et ces modèles biologiques, en fait, la nature a vraiment été une grande inspiration pour moi lors de mon burn-out et de manière générale, de regarder un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne, de voir que chaque année, bah oui, les arbres perdent leurs feuilles et qu'ils les perdent à un moment où ils ont décidé de les perdre. Moi, je pensais que les feuilles tombaient petit à petit. Eh bien non. Un jour, un arbre s'est mis à nu sous mon regard. En 1 heure, il a perdu toutes ses feuilles. Je ne savais Wow. pas. J'ai appris ça pendant mon burn-out. Et donc, réétudier l'intelligence de la nature et s'en inspirer pour recréer des modèles économiques. Et après, il y a par exemple l'économie bleue ou l'économie symbiotique, qui sont c'est ce que j'appelle donc ce modèle biologique, où quelque part, on va créer de nouvelles structures basées sur la nature. Comment fonctionne la nature? Comment est-ce qu'on fait pour recréer dans la nature? Rien ne se perd. Il y a pas de déchets. Dans la société technologique, il y a des millions de déchets. Donc, pour un paquet de biscuits, il y a les boîtes, le plastique, et tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, aller vers une société où les déchets deviennent des ressources pour un autre projet. Donc, c'est vraiment toute cette idée-là, en fait, de se rapprocher de la nature, de prendre soin d'elle, ce qui nous permet après de prendre soin aussi de l'humain et de comprendre, de recréer cette connexion qui va dans les deux sens. Et pas seulement une connexion où la nature nous donne à coup de produits chimiques et phytosanitaires et on l'épuise. Non, c'est je prends soin d'elle et elle prend soin de moi. Donc, c'est vraiment recréer et en même temps, comme la nature, quand on la comprend, quand on est capable de recréer des écosystèmes qui créent de l'abondance, à ce moment-là, on crée aussi de la richesse en local et de nouvelles opportunités économiques. Donc, je te donne par exemple juste un seul exemple dans l'agricole. Moi, j'étudie un petit peu tout ce qui est les modèles de forêt comestibles. Si tu prends un hectare où il y a un terrain où il y a un hectare, pardon, et que tu veux planter des arbres fruitiers, auparavant, dans l'ancien modèle, on allait planter 100 pommiers, et tu avais tes 100 pommiers, il fallait les apporter de l'eau, les traiter, bref. Dans une forêt comestible, tu vas planter peut-être 50 pommiers, mais tu vas rajouter 5 ou 6 couches. Il va y avoir les champignons, il va y avoir les lianes, il va y avoir les petits arbustes, les couvre-sols. Et donc, tu vas avoir 5 ou 6 couches à valoriser, là où avant, tu n'en avais qu'une. Et non seulement tu vas pouvoir en valoriser plusieurs, mais tu ne seras plus obligé d'arroser à terme, tu ne seras pas obligé d'apporter des intrants parce que tu auras recréé tout un écosystème qui va fonctionner de manière autonome et créer plus de richesse qu'auparavant. Donc, c'est tout ce modèle-là à réétudier. Et là, je te donne un exemple agricole, mais il y en a un petit peu s'inspirer de la nature pour créer une nouvelle économie. Oui, ça me parle beaucoup, évidemment, ce que tu dis. Et quand tu parles d'économie bleue, parce que j'écoute beaucoup Idriss Aberkan aussi, et je l'ai mis d'ailleurs en exergue dans mon livre, où il dit la nature est une bibliothèque, lisez-la au lieu de la brûler. Voilà. Et donc, c'est vrai, on s'est pris pour, je sais pas quoi, des dieux. Alors, on est peut-être des parties de Dieu, peut-être, mais on a oublié que bah là, la nature est d'une intelligence, et même nos ordinateurs, c'est une technologie qui existe d'une certaine manière dans la nature. Le système Internet avec les arbres, hein, tu as parlé des arbres, ils communiquent entre eux, enfin, c'est absolument exceptionnel. Donc ça, j'ai envie de te poser une question tout de suite aussi, là, parce que tu vois, il y a des étoiles derrière moi. Bon, on parle de la nature, là, de la Terre, donc d'être en bonne connexion avec Gaïa, avec notre Terre-mère, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le ciel Père? Est-ce qu'il n'y a pas aussi à se connecter un petit peu là-haut? Si, bien évidemment, il y a le ciel père et la terre mère. D'ailleurs, quand on œuvre en psychogénéalogie, on remet ces deux liens, le père et la mère, et on y trace au milieu, on se repositionne comme étant un enfant des deux. Eh oui. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est le père, c'est la pluie qui va venir fertiliser la mer. Oui. Donc, c'est le vent, c'est-à-dire Donc oui, c'est vraiment une symbiose. Comment retrouver une symbiose et comment aller vers une complétude entre ces deux énergies-là C'est et ça. redonner de la valeur. Il me semble que, alors si on réfléchit en termes ayurvédiques, on parle de Vata, Pitta, Kapha, qui sont des éléments constitutifs, et
Et Vata, c'est un élément un petit peu qui est plein d'air et qui est un petit peu agité. Donc, c'est les personnes qui bougent beaucoup, qui pensent beaucoup, qui font beaucoup de choses. C'est un peu moi. et, euh, et quelque part, je pense que notre société avait un petit peu trop d'air, un petit peu trop de Vata parce qu'elle bougeait trop. Donc, peut-être c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la mer Terre, parce qu'il y a eu un déséquilibre à un moment où on était trop dans l'air, dans le père, ciel-père, notamment avec les religions, et on a un Voilà. petit peu oublié la mer. Donc maintenant, on parle beaucoup de la mer, mais l'idée, c'est de faire une symbiose et de rééquilibrer les deux. Oui, 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 c'est ça, c'est amener du féminin sacré, je dirais, dans cette civilisation qui a peut-être été trop, justement, trop masculine dans le mauvais sens du terme, hein, trop yang. Et tu parles aussi c'est bien oui, on était trop dans le vent. Bah, il y avait une expression, être dans le vent d'ailleurs. Bon, trop de vent, trop de bougisme. J'ai entendu ce mot dans la bouche de François Asselineau, ça m'a fait rire. Les gens sont dans le bougisme, il faut vraiment faire plein de trucs, aller faire des manifs, etc. Et, bon. Et donc, ramener un peu oui, oui, de sérénité avec la terre-mère. Et puis, tu as quand même évoqué le mot religion, et qui au départ, hein, ça vient de religare, qui veut dire relier, mais en fait, elle n'a pas tellement relié, elle a beaucoup coupé. Moi, je suis un petit peu en colère aussi contre cette religion qui nous a peut-être aidés à un moment donné, mais qui s'est mis entre le ciel et nous, justement, puis qui nous ont dit, faut passer par nous si vous voulez aller connecter là-haut, alors qu'on peut communiquer directement avec le ciel. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus peut-être de spiritualité, là, c'est quoi ta spiritualité à toi? Waouh! Alors écoute, j'ai envie de dire que ma spiritualité a évolué avec l'âge et avec les épreuves que j'ai passées. Je pense que comme beaucoup de personnes, je l'ai au départ cherché à l'extérieur. Et grâce à mon burn-out, qui a vraiment été un petit peu un chemin initiatique, si tu veux, moi j'ai vraiment compris que mon burn-out, quand je me suis retrouvée couchée euh, dans ce lit-là, presque dans le noir, avec ma mère qui m'amenait à manger parce que je ne tenais pas debout, ça m'a fait penser au chaman d'Amazonie, où on m'avait raconté une fois que quand on voulait devenir chaman, les jeunes étaient enfermés pendant 2 ans dans une tente, et si au bout de 2 ans dans le noir, ils voyaient personne, ils parlaient pas, et au bout de 2 ans, s'ils en sortaient à peu près normaux, ils avaient cette force-là. Et je me suis toujours dit que voilà, mon burn-out avait un sens, et ça a commencé à me faire aller à l'intérieur de moi. Chose que j'aurais voulu faire avant, mais que je n'avais pas le temps. Et au niveau de la spiritualité, moi, je lis beaucoup depuis mon adolescence des livres de La Mer et Sri Aurobindo. Donc, j'ai un petit peu été inspirée par la philosophie indienne, la spiritualité indienne, mais la spiritualité, pour moi, elle se vit à chaque instant. Et justement, la nature est une grande maîtresse de ça aussi. Elle peut nous aider à trouver de nouveaux modèles économiques, mais elle peut nous aider à vivre notre spiritualité. Parce que quelque part, la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est être en communion avec ce qui nous entoure, en communion, en union. Et quand on sent l'odeur d'une fleur, ou quand on regarde un arbre pousser, ou quand on met les mains dans la terre, ce sont des vrais moments où je vis ma spiritualité. Donc c'est important, et c'est vrai que le burn-out, le light-in, pour moi, ça a vraiment été un chemin de reconnexion à ma lumière intérieure, à ma spiritualité. Oui, mais c'est beau de parler de spiritualité comme ça. Je suis bien d'accord. Moi, je cultive de plus en plus l'émerveillement aussi. Voilà, quand je sors des oiseaux, je parle, j'en vois des petits. Alors, fais attention aussi parce que, bon, moi, il y a des oiseaux, il y a des mouettes, il y a un héron parfois. Bon, là, ça commence à être l'hiver. Il est parti, des canards, tout ça. Bon. Et je m'amusais à dire bonjour aux oiseaux en passant parce qu'ils sont rigolos. Et puis, j'ai dit bonjour, bonjour, bonjour. Enfin, sans parler, mais en télépathie. Et puis, je me suis pété la gueule parce que je n'avais pas vu qu'il y avait une marche. Tu vois. Je dis, c'est bien de dire bonjour aux oiseaux, mais il faut quand même être bien ancré quand même aussi. Tu vois. Oui, non, Allez, c'est vrai.
On prend un autre petit papier. Ah oui, bon, oui, les esclaves modernes. Et là, tu rappelles d'ailleurs l'étymologie du mot travail, hein, qui vient de tripalium en latin, qui était un instrument de torture pour les esclaves récalcitrants. Et là, oui, ce mot esclave, j'ai l'impression qu'on est en train. Alors oui, est-ce que tu peux développer là-dessus, esclave moderne, et ça va loin, ça, je crois. Ouais, ça va très loin et plus je sors maintenant, quand je regarde les personnes autour de moi, que ce soit les caissiers au supermarché ou les personnes qui travaillent dans station essence ou n'importe, et je me dis, mais nous sommes vraiment, même les personnes qui travaillent dans des bureaux, ou ce que je faisais auparavant, nous sommes vraiment devenus des esclaves modernes. On est obligé de travailler parce qu'on a des impôts à payer, on doit payer notre nourriture, on doit faire tout ça. Et c'est simplement au profit de personnes qui sont toujours les mêmes et qu'on ne connaît même pas forcément. On ne sort jamais de ce cycle-là, en fait, de ce cycle de dépendance, parce qu'on est toujours obligé d'être dans cette sorte d'esclavagisme. Et oui, moi, ce terme que j'ai utilisé dans le livre, c'est... quand je me rendais compte que, par exemple, chez Google, quand j'étais visiter le campus de Google, c'est un lieu extraordinaire. C'est un peu comme un Disney World pour adultes. On trouve des restos gratuits, des terrains de sport, enfin, tout ce qui peut nous aider à ne pas devoir sortir de cet endroit-là. Et je me suis posé la question, je me suis dit, pour le bien-être des salariés, mais au final, je me suis dit, mais est-ce que tout cela est fait vraiment pour le bien-être des salariés ou pour au contraire leur mettre la main dessus, les mettre dans une coupe et les couper de l'extérieur pour qu'ils n'aient plus à sortir mais qu'ils soient sous l'emprise d'une société, d'une manière de penser, d'une culture de pensée et être un peu comme un esclave moderne, heureux, un esclave heureux parce que bon, on a tous mais couper de tout le reste, vivre en vase clos. Et moi, auparavant, je pense que j'étais un petit peu une esclave heureuse jusqu'à ce que mon burn-out me ramène vers la libération intérieure. Mais quand je regarde vraiment autour de moi, il me semble que nous sommes, et j'en fais encore partie dans différentes choses, nous sommes vraiment des esclaves modernes. Voilà. Oui, oui, là j'ai envie de dire un gros mot, c'est pas bien, mais Klaus Schwab, pour moi, c'est un gros mot. Et donc, ça nous amène au transhumanisme, où là, l'esclavagisme est poussé à l'extrême. Là, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Le transhumanisme, moi, j'ai fait partie, ça tu l'as pas dit, j'ai été sélectionnée pour faire partie de la promotion de Singularity University. En 2012, donc. Singularity University, c'est l'école qui a été formée par Ray Kurzweil, qui est un petit peu le pape du transhumanisme, qui est aujourd'hui directeur de l'intelligence artificielle de Google, qui est un homme charmant avec des idées intéressantes, mais que je ne partage pas forcément. Et le transhumanisme, écoute, alors il parle de singularité, et je me faisais ces réflexions de quand est-ce que nous allons devenir ne faire plus qu'un avec la technologie. Alors, tu vois, déjà à l'époque, Google avait lancé ses lunettes Google Glass où on était censé, ça a été un échec. Maintenant, ils ont lancé de nouvelles choses, c'est aussi des échecs. Mais quelque part, la singularité ne sera-t-elle pas une singularité avec la nature, avec l'univers? Est-ce que nous n'allons pas faire non pas avec la technologie, mais avec la nature et l'univers? Donc, il y aurait bien singularité, mais le choix vers quelle singularité nous allons aller va dépendre peut-être de chacun de nous. Alors, par rapport au transhumanisme, c'est vrai que moi, ce qui m'a un peu dérangée donc, à l'époque, même s'ils n'utilisaient pas le mot de transhumanisme, c'est pas comme ça qu'on l'avait vendu, c'est pas ça que j'étais, c'est pas ça qui m'intéressait, mais c'était un petit peu voilà, les technologies seules vont changer le monde entier. Comment est-ce que nous allons impacter la vie d'1 milliard de personnes en 10 ans grâce à une technologie? Et là, ce qui me gêne, c'est qu'on se met à nouveau un petit peu dans une position de conquistador, de guerre sainte, où on va aller amener des technologies à des gens qui n'ont rien demandé et qui n'ont pas besoin de ça et décider pour eux de ce qui est bon pour eux. Et c'est ça qui me dérangeait un petit peu de dire, OK, quelqu'un qui a besoin d'eau en Afrique, il a besoin d'eau en Afrique, on peut peut-être l'aider, mais est-ce que la personne qui va l'aider, est-ce que la meilleure chose à faire, c'est de lui amener des technologies développées par un bureau d'études à New York Enfin, voilà, il y avait toute cette incohérence et le fait de décider pour les autres. Ce qui me gêne un petit peu dans le mouvement transhumaniste, c'est que quelque part, ils nous imposent leur choix. Ils nous imposent leur choix, ils nous imposent leur folie,
d'une certaine manière, leur rêve peut-être pour certains, mais folie pour d'autres. Et moi, je suis pour la liberté. Je ne dis pas que ce sont des gens à abattre, je dis simplement que j'aimerais qu'on respecte, qu'on ne choisisse pas pour moi. Pour moi, sortir de l'esclavage, c'est retrouver sa liberté de choix, se mettre dans une situation où on peut choisir à nouveau. Ah oui, magnifique. Magnifique. Merci beaucoup pour cette belle réponse, d'espoir. Bon là, c'est la cohérence cardiaque, on en a déjà parlé. J'en prends un autre. C'est quoi ça? Ah, les licornes. Oui, tu parles des licornes, ça m'a amusé parce que tout le monde ne sait pas qu'est-ce que c'est une licorne. Juste nous dire Alors, dans le les licornes, alors là, tu me prends un petit peu sur le, je ne sais plus exactement, mais je crois que ce sont les entreprises technologiques, des startups technologiques qui ont levé plus d'1 milliard, il me semble, d'euros. Voilà, je ne sais pas si c'est 1 milliard. Alors, ce n'est pas qu'elles ont levé plus d'1 milliard, c'est qu'elles ont été évaluées à plus d'1 milliard d'euros. Voilà, elles ont été évaluées à plus d'1 milliard d'euros. C'était juste pour… Il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir une dizaine, une quinzaine dans le monde, peut-être un peu plus. Bon, Facebook, Google, bien évidemment. C'est ça. Bon, voilà encore un mot qui a été détourné de son sens, mais c'est pas grave. Alors, un autre petit… Ah oui, parce que tu as commencé à en parler, là. Vivre et travailler à la mode Silicon Valley, tu as commencé à en parler, là. Est-ce que tu veux développer un peu ou pas? Tu en as parlé un peu avec Google, là. Oui, écoute, j'ai envie de dire que c'est un petit peu ce qu'on nous vend quand on rentre dans le secteur des technologies, tu sais, l'entrepreneur qui est dans son garage et qui a changé le monde de manière très cool. Et en fait, c'est pas ça. Et quelque part, on est poussé à… Alors, ce que je voudrais peut-être aborder, c'est plutôt le gâchis des entrepreneurs, si tu veux. On est poussé à créer des startups en disant on va changer le monde, on va travailler, voilà, on peut tous créer notre startup. Oui, mais il faut savoir que 12 ou 13 startups sur 14 échouent. Donc, c'est un petit peu un gâchis parce qu'on a des gens qui sont hyper motivés, qui sont très intelligents, qui pourraient vraiment faire du changement s'ils s'engageaient dans l'économie bleue ou dans les économies locales et circulaires, qui au final vont perdre leur temps en se faisant prendre et happer par un système qui ne va les mener qu'à la faillite. Et donc, c'est un petit peu, donc c'est cette mode de travailler à la mode de Silicon Valley, c'est un petit peu ce qu'on nous vend au travers des journaux mainstream, j'ai envie de dire, parce que ça sert les intérêts toujours des mêmes personnes, de cette société dominante. Eh oui, on en est toujours là. Allez, un autre petit mot. Ah, ben là, c'est ta maman, ton modèle de maman. On parlait de terre-mère, et là, on parle de ta mère, anticonformiste et visionnaire. Donc, c'est toi qui as choisi ta mère. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il paraît qu'on les choisit, on choisit nos parents, les conditions dans lesquelles nous allons nous incarner quand on est au paradis. Alors, je ne me souviens pas de ce moment-là, mais oui, je pense que ma mère, tu sais, on parle beaucoup d'âme sœur et je pense que ma mère, mes parents en général, mais ma mère est un peu comme une âme sœur, tu vois, et qu'on s'est incarnées toutes les deux, on est passé par des problèmes similaires et qu'on s'est incarnées toutes les deux ensemble pour œuvrer ensemble, pour s'aider l'une et l'autre. Et bien sûr, ça a été un modèle. Mes deux parents ont été un modèle, j'ai envie de dire, même toutes les personnes dans ma famille, tous mes aïeux ont été des modèles et visionnaires et anticonformistes parce que c'est grâce à elles que j'ai donc étudié l'Ayurveda quand j'avais 15 ans, que j'ai fait cette formation-là. Elle était un petit peu, c'est-à-dire qu'elle était curieuse et ouverte à tout. Et donc, il n'y avait pas d'interdit dans cette… Peut-être, en France, on nous dit souvent, quand une idée est un petit peu originale, oh ben non, tu crois que ça existe, les extraterrestres, ça existe, oh non, ça n'existe pas. Et puis finalement, ma mère, elle m'a éduquée à dire, bah, et pourquoi pas, après tout, hein, les extraterrestres, les intraterrestres, tous, pourquoi pas? Je veux dire, et c'est vrai que ça libère aussi d'avoir se dire, bah oui, d'être initiée à différentes choses. Donc, ma mère a été un petit peu une initiatrice pour moi à différents niveaux. Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, ce que je voudrais dire dans ton livre aussi, ce qui est très chouette, c'est que tu donnes des extraits de ton journal de bord.
Ton journal intime, ton journal de bord, et c'est très très chouette parce que là on a la vibration du moment, etc. Donc c'est très puissant et on voit aussi l'importance. Tu es né en Italie, je crois, hein? En France. Moi, je Ah, suis en née en France. Mais mais c'est j'ai de. étudié en Italie. Mais tu as, j'ai pas compris, tu as. J'ai fait mon université en Italie. C'est ça, c'est ça. Et ton père est un modèle aussi étonnant, hein, puisqu'il est un entrepreneur, voilà. Et tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de mes aïeux. Là, je sais pas, je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelait Ciel, mes aïeux, je sais pas quoi. Aïe, mes aïeux. Aïe, mes aïeux, voilà, aïe, mes aïeux, oui. Et toi, tu as fait de la psychogénéalogie. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que moi, j'ai un cousin qui vient de m'envoyer, il a fait mon arbre généalogique, je suis redescendu jusqu'en, je sais plus combien, 1615 ou je sais pas quoi. Je sais pas comment utiliser ce truc-là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de psychogénéalogie? Alors, en psychogénéalogie, tu n'es pas obligé de remonter jusqu'à là. Si tu as tes parents, la génération de tes parents et de tes grands-parents, c'est suffisant pour rechercher des répétitions, des phénomènes de répétition. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est déjà que ma mère a eu un problème neurologique à peu près au même âge que moi. Il y a eu toute une série d'avortements avec des Roberto. Ma grand-mère a avorté avec son mari qui s'appelle Roberto, ma mère également, et moi aussi. Et donc, il y a des répétitions comme ça, tu te dis, il y a vraiment des liens, des choses qu'on ne comprend pas, des procès. Nous, on a une famille, on a eu beaucoup de procès au niveau des entreprises. Procès que j'ai moi aussi après. Donc, la psychogénéalogie te permet vraiment d'étudier, de comprendre ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, des traumatismes qui ont pu se passer dans d'autres générations et pourquoi est-ce qu'ils se répètent dans ta vie et comment est-ce que toi, tu es la meilleure personne pour les évacuer. Là, j'aborde mon avortement parce que dans mon livre, je me suis rendu compte qu'il y a un événement traumatisant, que dans mon cas, il y a eu un événement traumatisant qui a fait s'enclencher la spirale de l'incohérence. Et dans ce Oui. cas-là, c'était ça. Et donc, vraiment, ce que j'ai trouvé intéressant dans la technique de psychogénéalogie telle que je la pratique avec Édouard et Judith van den Bogart, c'est qu'il te donne dans un premier temps 2 minutes pour dessiner ton arbre généalogique. Alors toi, tu prends un papier, tu vas dessiner, et la manière de laquelle tu vas figurer chaque personne et chaque détail est comme un scanner du cerveau. Donc ça va montrer là tout ce qui se passe dans ta vie qui n'est pas biologiquement correct. Et ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où tu comprends pourquoi est-ce que tu as mal dessiné d'un point de vue biologique et que tu simplement redessines ton arbre en suivant les règles de la biologie, enfin, déjà, ça te semble évident. Donc déjà, tu te dis, waouh, ça y est, j'ai compris enfin comment est-ce qu'on fait un arbre généalogique et pourquoi est-ce que je dois mettre ça ici. Et surtout, tu sens déjà des changements en toi. Et c'est ça qui est génial. J'ai vraiment vécu de grandes libérations intérieures, notamment par rapport à tes envies, par rapport à tes peurs et par rapport à tes interdits. Parce qu'on a les nôtres et puis on a celles de notre famille et puis celles de la société dans laquelle on évolue. Donc ça m'a permis, la psychogénéalogie, de faire un petit peu du tri entre mes envies, les envies de ma famille, les envies de la société, les peurs et les interdits. Et de dépasser les peurs et de dépasser les interdits. Et alors ça bouge. Hein. Quand tu commences à faire Ouais. ça bouge. Ah ouais, j'imagine, oui, ça doit être très, très puissant. Moi, je me suis intéressé un petit peu plus à une autre type de généalogie, je dirais une généalogie karmique, voilà, de mes vies antérieures. Est-ce que tu y crois, que ça fait partie de tes croyances, ce qu'on appelle les vies antérieures? Écoute, je dirais même mieux, je pense que ça fait partie de ma réalité. Donc, avant, c'était une croyance, maintenant, ça fait partie de ma réalité. C'est assez Voilà, différent. Donc, voilà. c'est ça. On parlait des religions tout à l'heure, moi aussi, c'est tellement évident. D'ailleurs, dans la religion catholique, hein, la réincarnation existait avant je crois que c'était le concile de Trente ou je ne sais plus lequel. Et je trouve que le bouddhisme là-dedans est plus proche d'une réalité de notre âme qui fait plusieurs incarnations. J'ai fait même une hypnose régressive. Moi, j'ai appris que j'avais eu 98 vies sur cette planète. J'en ai retrouvé une ici, d'ailleurs, en tant qu'Amérindien. Donc, c'est pas étonnant que je sois au Québec. Hein. Voilà. Donc, est-ce que tu as exploré de ce côté-là? Oui. Oui, j'avais fait une hypnose longue une fois par rapport à ça, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment l'univers qui m'a révélé des informations sans que je les cherche, de manière
voilà, je suis allée en Israël il y a 3-4 ans pour simplement faire un voyage de tourisme, voir des amis. Et je me suis retrouvée au centre de la Kabbale, puisque j'ai été voir, j'en avais entendu parler, je vais aller voir ce que c'est. On m'a mis un livre dans les mains là-bas, tiens, lis ça. Et pouf, j'ai eu des révélations sur moi, C'est ça. c'était très fort. Ça a vraiment été des révélations qui n'étaient pas intellectuelles. C'est Ça. pour ça que Finalement, c'est comme si on ouvrait par un livre ou par des discussions ou un film, et tout à coup, il y a une petite porte qui s'ouvre, et puis voilà, voilà. il y a un souvenir qui nous revient. Alors, je prends un petit papier là pour ouvrir une autre porte. Ah, ben, j'en avais deux, mais en voilà un. C'est quoi ça? Ah, Lofty Dreams. C'était quoi ça? Ah, Tu peux me parler de ça? Lofty Dreams. Eh bien, Lofty Dreams, justement, c'est un univers ludo-éducatif inspirant pour les petites filles que nous avons créé en 2008. Donc, qui avait un site de réseau social inspirant. On avait créé des poupées. Chaque poupée venait d'un pays différent avec un livre qui racontait l'histoire de chaque poupée. Donc, il y avait Jeanne Poésie, la petite française, Giulia Fantasia, la petite italienne. Et donc, ça a été la raison pour laquelle je me suis lancée dans le monde des startups. En écrivant un livre de la petite italienne. Après, j'ai adoré cet univers et j'ai commencé à travailler dans le monde de l'innovation et des startups grâce à Lofty Dreams, grâce et à cause de Lofty Dreams. Et après, ça a été un engrenage. J'ai tellement aimé ça et que ça a été le début de mon entrée dans le monde de la technologie. C'est ça, oui, oui. Puis tu dis bien ludo-éducatif, et je crois que ça, c'est super important, parce que pour moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est par le jeu, hein, même pour nous adultes, là, moi, je joue beaucoup maintenant. Je me suis privé de jouer pendant longtemps, et maintenant, je joue à tout, là, c'est très, très chouette. Et alors, ce Lofty Dream, ça existe toujours? On peut aller voir, ça marche? Alors, oui, ça existe toujours. Le site internet existe toujours, mais ça fait des années qu'il est en pause et il y a des bugs techniques. Il y aurait des choses à faire. Mais comme on n'a plus d'équipe, la société est en pause. Donc, mais ce qui est touchant, c'est qu'on a des petites filles qui se sont inscrites et qui font participer pendant des années, qui nous écrivent encore aujourd'hui et qui nous disent on voudrait vous aider à maintenir le site. Maintenant, on a grandi, ça a tellement changé notre vie. On a vraiment des témoignages touchants et c'est un petit peu une frustration pour moi aujourd'hui de ne pas pouvoir alimenter ce site et ce projet pour le moment, mais chaque chose en son temps. Oui. Voilà, je vais déjà vendre des poupées d'ici 15 jours au marché de Noël de mon village et on verra si ça repart, comment ça repart. Ouais, super, super. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit papier-là? Ah, ben là, on parle de l'AI, l'intelligence artificielle. Bon, t'en as parlé un petit peu. AI, IA. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Bon, moi, c'est mes croyances aussi, hein, je suis un peu poète beaucoup. Dans Covid-19, on a dit que 19, c'était pas, je devrais peut-être pas dire ça sur YouTube. 19, ça voulait pas dire l'année 2019, ça voulait dire un, qui est le A, la première lettre de l'alphabet, et le 9, qui est le I, neuvième lettre de l'alphabet, et ça fait intelligence artificielle. Et Covid-19, ça veut dire Certificate of Vaccination Identity. Voilà. Bon. Oula, là, je ne sais pas si on va pas me laisser passer ça, mais c'est pas grave, je l'ai dit. Je ne sais pas, est-ce que ça te parle, toi? Écoute, je n'avais pas entendu ça. Moi, j'étais restée à la version que c'était Covid-19 parce qu'il y en avait eu 18 auparavant. Donc, je n'ai pas étudié ça. Alors, l'intelligence artificielle, la seule chose que je pourrais dire, c'est que il ne faut pas tout voir. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qui va la programmer. Qui la programme, parce que c'est la personne qui va la programmer, ce sont les personnes qui vont détenir la programmation, qui vont pouvoir, quelles seront leurs intentions, parce que l'intelligence artificielle, c'est toujours la même chose, c'est qui va l'utiliser et à quelle fin. C'est ça. Là, c'est sûr, là, quand tu parlais tout à l'heure de l'individuel et du collectif, là, donc récupérer sa souveraineté individuelle, enfin, tu n'as pas dit ce mot-là, mais je l'utilise, sa souveraineté individuelle, et pour le collectif aussi. Là, je dois dire qu'étant au Québec aussi, où il y a des lois, enfin, ils veulent vraiment être très en avance sur la technologie ici.
Et bon, il y a des lois ils font passer des lois très, 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 très gênantes qui me donnent envie maintenant de m'occuper des politiques aussi, tu vois, parce que là, voilà, c'est ça, c'est que c'est formidable, on va pouvoir passer aux caisses des supermarchés sans avoir besoin de sortir, ça va scanner, on va voir tout ça. Ouh là là, moi, ça me fait un petit peu peur, mais on va pas trop en parler. Après, c'est comment déjà s'en soustraire le plus possible à titre individuel. Ah, très bien. Oui, oui. Le Alors, problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'à un moment, on va être obligé de plus en plus à rentrer dans des cases que d'autres personnes ont décidé pour nous et on ne pourra plus exprimer notre diversité. Déjà aujourd'hui, si tu ne fais pas partie des 3 choix que l'IA propose, tu ne peux plus faire tes déclarations d'enfants. Donc c'est vraiment pour moi, ça peut être bien, mais ce ne sera bien que si nous arrivons à nous en soustraire aussi, avoir le choix. ben c'est ça, c'est justement, ça va être lié à l'argent aussi. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de ne plus payer mon loyer comme c'était fait par virement, etc. automatique. Bon, j'ai dit non, moi je paye en liquide. Et alors ça a beaucoup gêné l'administration parce que je suis dans un grand immeuble avec plus de 200 locataires, là, avec la piscine sur le toit, la salle de gym, tous les trucs, espace de coworking, enfin c'est super. Quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit mais on peut pas. Ils ont peur de l'argent, hein, liquide, ils en ont peur. Et tout à coup, si 200 personnes viennent porter, bon, moi je paye 1 400 $, tu vois, et là, ils sont obligés d'avoir des gardes du corps, avoir transfert de fonds, ça devient très très compliqué. Mais j'ai tenu mon bout parce que quand j'ai entendu Justin Trudeau pendant les convois de la liberté qui a gelé les comptes de 39 entreprises, enfin qui a mis par terre simplement par un état d'urgence, bah, coupe les banques suivent, etc. Je dis, bah, moi, je n'ai plus confiance dans ma banque. Donc, je vais laisser le moins possible d'argent dans ma banque et je vais payer mon loyer en liquide. Et alors, c'est très agréable parce que ça me permet de rencontrer les gens de l'administration. On peut parler. Et puis, je compte mes billets et 1, et 2, et 3, et 4. Et je vois que c'est beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'est important, comme tu disais, de se soustraire tant qu'on peut, voilà, par des petites choses, comme ça. Là, le petit papier que je suis allé chercher, que j'ai pigé, c'est les business angels du Brésil. Rien que le mot business angel, ça fait rêver. J'ai vu un petit peu ce que c'était. Est-ce que tu peux parler de ta relation avec ces business angels? Alors, les business angels, quand on crée donc une entreprise ou une start-up, on va avoir besoin d'argent. Donc, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle le love money, qui va être l'argent, son argent, l'argent de sa famille, l'argent des gens qui nous aiment, d'où le love money, qui vont investir parce qu'ils nous aiment et pas parce qu'ils veulent faire un investissement. Et après, il y a les business angels, dans un deuxième temps, qui sont des entrepreneurs, souvent qui ont bien réussi dans le métier, et qui vont accompagner en mettant 50 000 $ ou 100 000 $ dans ton projet avec d'autres business angels. En général, un business angel n'investit pas seul. Et donc, ce sont des personnes qui vont soutenir l'entrepreneuriat local ou technologique, selon leur choix, mais dans une optique de profit, c'est-à-dire d'investir leur argent, mais aussi que leur argent soit utile, mais ils ne veulent pas le perdre non plus. Donc, ils vont vraiment étudier le business model pour être sûr que tu vas potentiellement gagner de l'argent. Et ils vont investir, par exemple, s'ils ont 500 000 €, ils vont peut-être donner 10 fois 50 000 pour répartir un petit peu leur investissement, ce qui va permettre de limiter les pertes, parce qu'il y aura toujours 1 ou 2 entreprises parmi lesquelles ils ont investi qui va s'en sortir et bien réussir, tandis que les autres vont peut-être couler. Donc, ce sont en général, j'ai envie de dire que les business angels que moi j'ai rencontrés, que ce soit en France ou au Brésil, étaient des personnes qui étaient souvent profondément humaines. Mais même les investisseurs dans des fonds d'investissement, quand ça commence à se professionnaliser, c'est un peu plus dur. Mais bon, les business angels, c'est déjà encore, on est dans le dauphin, on est vraiment dans des gens qui sont là pour aider. Mais il y a une réalité économique aussi après dans laquelle ils sont obligés de s'inscrire. Et voilà. Moi, c'est vraiment des personnes que Oui. Est-ce que tu as envie de développer sur l'argent? Parce qu'il y a quand même, moi maintenant je suis donc en Amérique du Nord et c'est pas du tout le même rapport à l'argent, hein. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu ici aussi. Est-ce que toi, tu as été, comment a été ta relation à l'argent? Est-ce que ça a été clair tout de suite? Et comment tu définirais, c'est quoi pour toi l'argent?
Alors écoute, pour moi, l'argent, c'est comme tu dis, c'est une énergie. C'est une énergie, c'est une ressource. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille où l'argent n'a jamais manqué, parce que ce soit mon grand-père qui était ouvrier à Péchinet, il était ouvrier, mais on a toujours eu un mode de vie où l'argent, voilà, simple, j'ai envie de dire, et on a toujours pu se payer ce qu'on voulait, mais on n'avait pas des volontés non plus. Donc c'était l'argent, pour moi, c'est vraiment une énergie qui, du coup, parce que je n'en ai jamais manqué, m'a permis de l'utiliser pour à d'autres fins que de gagner plus d'argent. C'est-à-dire que moi, mon objectif n'a jamais été de gagner plus d'argent parce que j'avais suffisamment pour vivre. Et donc, pour moi, ça a toujours été, OK, j'ai un peu d'argent en plus dont je n'ai pas besoin. Comment est-ce que je vais pouvoir l'investir pour justement créer quelque chose de beau, de bien et d'utile? Donc, ça a un petit peu été ma relation avec l'argent. Ce qui aussi, quand même, a été, j'ai envie de dire, parfois un peu négatif, dans le sens où j'ai souvent travaillé gratuitement parce que justement, et c'est pas juste non plus. Voilà. C'est pas juste non plus. Et donc là, aujourd'hui, je réapprends à dire non, je réapprends à me valoriser d'un point de vue professionnel et dire, OK, très bien, mais moi aussi, j'ai besoin de gagner de l'argent parce que l'argent, il ne peut pas que sortir. Il a besoin de rentrer. Et il y a un moment où s'il fait que sortir, tu as beau avoir des belles idées. C'est pour ça que j'ai créé une fondation. Quand je me suis rendu compte, je me suis dit, OK, très bien, la fondation, au moins, il va sortir, mais ce sera cadré. Ça va permettre d'accomplir un petit peu ce travail qu'auparavant je faisais de manière bénévole, mais de le cadrer dans une structure avec de l'argent qui est déduit des impôts en partie, pas tout. Donc, ça ne va pas sortir que de ma poche, ça va aussi sortir de la poche de l'État. Donc, voilà. Mais c'est vrai que l'argent est une énergie et une énergie avec laquelle il y a un équilibre à trouver. On ne peut pas faire que prendre et on ne peut pas faire que donner. Voilà. Moi, j'ai eu à apprendre. C'est toujours dans le donner-recevoir. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé parce que sur la relation à l'argent, parce que j'ai tout perdu à un moment donné, je failli me retrouver à la rue, etc. Un livre de Tosha Silver qui, en anglais, c'est It's not your money. C'est pas votre argent. Et elle nous donne des trucs pour nous mettre dans le flow de la prospérité de l'univers, tu vois. Et donc, le livre commence par dire, allez donner des vêtements, etc. Puis, il y a des prières qui sont très, très fortes. Moi, je dis tous les jours. Et effectivement, ça a complètement changé mes logiciels. Et c'était très, très puissant. Alors, un autre petit papier, c'est quoi ça? Est-ce que ça va au niveau de la lumière? Excuse-moi. Oui, oui, oui. Ça va? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai un autre petit papier, mais non, il ne me plaît pas. C'est quoi ça? Ah, Startup t'addict, tu en as parlé un petit peu, c'est cette addiction. Bon, est-ce que tu veux redire quelque chose ou autre ou pas? On peut passer, on n'en a pas. C'est un petit peu le bougisme dont tu parlais, quoi. On va prendre un autre. Un autre petit papier. Ah oui, tu parles à un moment donné du musée de l'informatique de Mountain View. Et est-ce que tu peux parler un petit peu parce que tu es allé là. C'est quoi ce musée? Alors écoute, j'y suis allée dans une occasion très particulière puisque du coup, quand j'ai fait partie de la promo 2012 de Singularity University, donc, qui se trouvait sur le campus de la NASA à Mountain View, et donc à Mountain View, il y a ce musée de l'informatique où nous avons fait la cérémonie d'ouverture de notre promotion et la cérémonie de clôture de la promotion. Et donc, quand on arrive dans ce musée, c'est un petit peu comme un grand hall de congrès. Ça ressemble plus à un centre de congrès qu'à un musée. Et tu as un grand amphithéâtre. Ça fait vraiment pas de musée, en fait. Donc, je sais pas pourquoi, sauf parce que j'ai loupé la partie musée. Mais tu as simplement des tableaux un peu de partout qui parlent des personnes qui ont été importantes dans le secteur de la technologie et du développement. Mais voilà, moi, je l'ai connu simplement parce qu'on y a fait les cérémonies d'ouverture et de clôture de Singularity University. D'accord, d'accord. Alors, un autre petit papier. C'est quoi ça? Je ne sais plus respirer, tu l'avais dit. On en a parlé. Un autre, là, c'est quoi? C'est plus long, ça. Ah oui, ça, c'était intéressant. C'était des chiffres que tu donnes. 36% de salariés sont en épuisement professionnel. 24% en situation d'hyperstress dangereux pour la santé. Si on fait le calcul, ça fait 60%. Là, c'est beaucoup. Là. Tu veux comment?
Ça, c'était avant Covid. Ah, Comme mon livre a été publié pas longtemps après, je n'ai pas retrouvé de chiffres après Covid, mais je pense que ça a bien augmenté. ah ouais, 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 ouais. C'est énorme, hein. On ne se rend pas compte à quel point le stress nous impacte notre biologie et dérègle toutes nos horloges. Ouais. Et il y a quand même, alors j'ai vu qu'il y avait un nouveau métier, alors toujours avec des mots anglais maintenant. Bon, moi je suis au Québec, hein, j'essaye de parler français. Enfin, je parle très mal anglais, donc j'ai pas de souci. Mais il y a un nouveau mot pour les entreprises en France et partout. Je sais plus comment ça s'appelle. Quelqu'un qui vient créer de la joie, quoi. Je sais pas si tu as entendu parler. Oui, alors ça peut être happiness manager, ça peut Voilà, être... happiness manager, ouais. Tu as entendu parler de ça? Oui, 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 mais j'en connais qui font ça. Et j'ai envie de dire, c'est bien, mais est-ce qu'on pourrait pas travailler un petit peu moins et vivre un petit peu plus? Oui, c'est ça. Bon, allez, happiness manager. Allez, un autre mot, c'est quoi ça? Ah oui, les 5 langues. Bah justement, j'étais en train de dire, j'allais dire, moi, je suis monoglotte et encore, bon, j'ai écrit des bouquins, j'adore la langue française et j'ai un rapport très bizarre avec la langue anglaise. Et 5 langues, c'est quand même assez génial d'avoir de. Donc, peux-tu me parler de tes 5 langues, est-ce que ça, comment tu as fait? Parce que moi, ça m'épate énormément. Écoute, alors moi j'ai vécu dans les pays. Alors j'ai étudié donc le français. Après j'ai appris l'italien. Mais l'italien, mon père m'a jamais vraiment parlé italien. C'était plus en vacances et par la suite parce que j'ai vécu dans le pays. L'anglais, je suis partie vivre aux États-Unis quand j'avais 15 ans, donc pour faire une année d'échange. Donc j'ai appris l'anglais parce qu'à l'école j'étais nulle. L'espagnol, je l'ai appris à l'école, mais entre l'italien et le français, c'était plus simple. Et pareil, j'ai vécu dans des pays hispanophones. Et le portugais, je l'ai appris au Brésil. Je ne l'avais jamais étudié. Donc, à chaque fois, ça a été des langues que j'ai appris dans des pays où j'ai vécu. Pour moi, c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre une langue. Et puis, moi, je suis curieuse. J'aime parler avec tout le monde. Le chauffeur de taxi, le milliardaire, enfin, le peu importe. Et quand tu parles pas la langue du pays, tu es limité. Et donc, quand on est curieux, c'est un peu frustrant. Après, si j'avais vécu en Chine, je ne sais pas si j'aurais réussi à apprendre le chinois. Mais dans les pays, j'ai envie de dire, latin, ça a été simple. Enfin, simple, ça s'est fait. C'est ça, parce que le chinois, c'est compliqué, même enfin, pour l'écrire, beaucoup aussi. Puis le ton, il y a 5 tons différents, etc. Et c'est compliqué. Voilà. Mais en même temps, c'est merveilleux de pouvoir d'avoir appris plein de langues comme ça, parce que ça crée des nouvelles connexions neuronales aussi, hein. En tout cas, écoute, c'est Là, bien. j'en apprends une sixième, qui est Ah, très bah voilà. intéressante. C'est la langue des oiseaux. Ah, voilà, tu vois, je te parlais des mouettes tout à l'heure, et la langue des oiseaux, moi j'adore la langue des oiseaux aussi. Tu parles de la magie, par exemple de l'âme agit, etc., et des maladies, donc le mal a dit, ou c'est dit un petit peu autrement, etc. Moi, je suis très, très sensible aussi à la langue des oiseaux. Alors, un mot, tiens, justement, dans une langue japonaise qui vient d'arriver, là, je n'ai pas fait exprès, c'est karoshi. 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 Donc, ça veut dire quoi? Alors, karoshi, ça a été inventé par les Japonais suite à des crises des épidémies de mort par épuisement au travail. Donc, c'est-à-dire que nous, on a des burn-out graves, mais eux, ils sont encore plus Carrément. au-dessus. Et donc, ils ont des épidémies de karoshi, de personnes qui meurent au travail suite à l'épuisement dû au travail. C'est dingue, c'est dingue. Voilà. Ils font tout en grand, hein, là-bas. Voilà. Ouais. On en a parlé. Je prends un autre. Alors, c'est quoi ça? Ah, réchauffement climatique. Moi, ça commence à me gonfler, cette histoire. Parce qu'on entend toutes sortes de choses. Et, donne-moi ton avis là-dessus, là. Ah, écoute, moi, j'ai entendu des personnes qui disaient que la planète était en train de se réchauffer. J'en ai entendu d'autres qui disaient qu'on allait bientôt rentrer dans une nouvelle ère glaciaire. Et je ne sais pas. Alors, ce que je pourrais te dire par rapport au réchauffement climatique, j'ai fait un parallèle aujourd'hui parce qu'on m'a parlé de ça. C'est que finalement, quand je travaillais dans le secteur de la technologie, je voulais changer le monde avec la technologie et je pensais que je le pouvais. Et c'était faux, c'était une illusion de mon ego, de la société. Et je pense que dans le changement climatique, on est tombé dans le même schéma.
C'est-à-dire on met plein de choses en place en disant on va changer le climat, on va impacter le climat, on va arrêter le changement climatique. Mais c'est bien au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Et je pense que c'est une question qui nous dépasse et que c'est peut-être pas notre rôle. C'était pas notre rôle de changer le monde. C'est parce que la première chose à faire, c'est de changer son monde. Et c'est peut-être pas notre rôle de résoudre le problème climatique à une échelle globale. Mais peut-être que notre rôle, c'est simplement de commencer à ramener du sens et du bon sens dans notre jardin et dans notre quartier et dans notre commune. C'est ça. Ah ouais, c'est très sage. Voilà, c'est très sage. Parce que toutes ces grandes formules-là qui veulent rien dire, c'est un peu pénible. C'est bien de revenir à soi, de revenir à son environnement proche et tout ça. Je suis bien d'accord. Ah, ça c'est intéressant. Électrosensible. Moi, je suis électrosensible, même peut-être hyper électrosensible. Donc, au bout de 2 heures derrière, il faut que je quitte l'écran. Je suis mal. Tu peux me parler de cette électrosensibilité parce que on y est confronté de plus en plus. Alors, bien sûr, l'électrosensibilité, c'est simplement une sensibilité aux ondes électromagnétiques qui sont émises par les appareils comme notre ordinateur, notre téléphone, les antennes radio, la télé, tout ça. Et ce qu'il faut, alors il y a des personnes qui sont très très électrosensibles et qui sont obligées de déménager dans des bois et se mettre dans des maisons. Et ce sont des personnes qui n'y croyaient pas souvent. Hein. Donc du coup, c'est vraiment des chocs. Moi, comme toi, je pense qu'on l'est un petit peu moins, mais on le reste. Alors, le problème de l'électrosensibilité, pour moi, c'est, bon, déjà, ça peut avoir des effets secondaires qui sont désagréables, donc des maux de tête, de la fatigue visuelle, des vertiges ou les oreilles qui bourdonnent, donc toutes ces choses-là. Mais surtout, les ondes vont impacter notre système immunitaire. Et la question, c'est dans quel sens est-ce que ça les impacte? Est-ce que ça les impacte dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Et ça, c'est vraiment important parce que moi, je me suis soignée, entre autres, certaines choses donc, pendant mon burn-out grâce à un petit appareil qui s'appelle le Zapper. Je l'ai rangé, il n'est pas à côté de moi, qui est un appareil qui t'envoie des ondes électromagnétiques calées sur certaines fréquences en lien avec des virus. Donc, tu vas avoir la fréquence Covid, tu as la fréquence des bactéries, tu as la fréquence de la grippe. Et en 1 heure ou 2 heures, tu sens vraiment le changement en toi avec ces fréquences. Et donc, ma question est si on peut utiliser un petit app, si certaines fréquences nous font du bien et sont capables de nous libérer de certaines toxines et bactéries et virus, l'opposé est probablement vrai aussi. C'est ça, c'est ça. Probablement des fréquences qui émettent et qui sont capables de nous mettre dans des états physiques et biologiques non désirés et non désirables. Ouais. Et moi, je n'ai pas l'expertise pour mesurer ça, mais je sens juste que, voilà, comme toi, au bout d'un moment, je ne peux plus, je n'y arrive plus, mon corps. Donc, oui, et puis oui, moi ça me passionne toutes ces questions électromagnétiques, d'ondes, etc. Je fais de la radiesthésie d'ailleurs, je peux mesurer des choses et c'est très intéressant de voir tout ça. Ton petit appareil, ça s'appelle le Zapper. Tu peux. Le Zapper. On va le mettre après, peut-être. Ça peut être intéressant parce que je pense que le principe, ça doit être pour enlever une onde qui ne serait pas bonne pour nous, c'est la même mais en opposition de phase pour l'annihiler. Je sais que les ordinateurs aussi tournent dans une énergie contraire du contraire, comment on appelle ça? Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, voilà, qui nous vide en fait de notre énergie aussi. Et donc on peut, si on peut le faire dans un sens, on peut le faire dans un autre. Mais là, ça va être très très intéressant de mieux comprendre tout ce qui se passe au niveau des ondes, parce que voilà. Enfin, je ne vais pas trop aller dans ce sujet qui est très précis. Oui, c'est très technique après quand on rentre vraiment dedans. Et alors, un autre, ah oui, ça c'est intéressant aussi parce que tu dis, aujourd'hui le monde est à la portée d'un clic. Et ça me fait penser qu'il y avait un syndrome, ça va me revenir. Oui, le monde à la portée d'un clic qui fait que finalement on peut avoir plein d'informations tout le temps. Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Et oui, alors le monde est à portée d'un clic, mais quel monde? C'est toujours le même monde, hein, j'ai envie de dire. C'est le monde dématérialisé où
c'est le monde qui est à portée d'un clic et le monde sans nos sens. C'est-à-dire, sauf le sens de la vue, j'ai envie de dire, et peut-être de l'ouïe. Mais c'est un monde qui va nous couper de notre unité. Donc oui, c'est à portée de clic, il est toujours là, mais est-ce vraiment ça le monde? J'ai envie de dire, je n'ai pas d'autre question de dire, est-ce vraiment ça le monde? Où quelque part, on est coupé de notre sens, on est coupé des autres. Donc, le monde est-il vraiment à portée d'un clic, j'ai envie de dire. Oui, bah écoute, c'est bien de rebondir comme ça, de parler des sens, parce qu'effectivement, le premier sens, hein, c'est le toucher, hein. Donc là, il n'y a plus le goût aussi, le goût. Bon, tu as parlé, oui, à Louis, mais même moi qui travaillais comme coach vocal, je peux plus le faire par Internet parce qu'il n'y a pas les harmoniques, le son n'est pas aussi bien. Donc même là, c'est limité. Il faudrait même que j'ai un meilleur micro pour qu'il y ait davantage d'harmoniques. Alors oui, il y a la vue, il y a un peu l'ouïe, il y a même peut-être le sixième sens, bien sûr, mais oui, le toucher, le goût, tout ça, moi, ça me fait du mal de voir les gens ici. Il y a beaucoup de chiens dans mon immeuble parce qu'il y a 2 parcs à chiens et puis il y a des grandes promenades et tout. Et je les vois c'est même pas enfin, je les vois tenir la laisse comme ça. Et ils sont avec leur téléphone. Ils sont même pas à l'écoute de leur chien qui a envie d'aller respirer ça ou d'aller renifler un autre chien ou je sais pas quoi. Voilà, on perd. Alors là, avec ces 2 ans qu'on a vécu et la distanciation sociale, alors on se plus toucher. Ça, je trouve que c'est hyper important. Maintenant, ça va être d'important. Moi, je vais refaire des séminaires en présentiel, pouvoir se faire des hugs, voilà, goûter un bon vin ou un bon plat, tout ça. Et dès qu'on pousse un sens, moi, c'était beaucoup l'ouïe, évidemment, pour le son et la voix, mais ça permet aussi d'ouvrir d'autres sens. Voilà, j'ai beaucoup plus de finesse de goût pour des vins. Avant, je ne savais pas trop faire la différence. Et ça, c'est important, quoi. Merci d'avoir reparlé des sens. Là, j'ai tiré un petit papier qui s'appelle le magazine, le mag d'Amuse World. Est-ce que tu peux me parler d'Amuse World? Voilà, ou c'était Muse World? Je ne sais pas, il y a 2 mots, je crois. Il y a Muse World et Amuse World. Dis-moi, oui. Oui, alors ça a commencé par Muse World, le monde des muses, Muse World. Donc c'était le réseau social qu'on avait créé pour les petites filles, hein, où on a eu jusqu'à 60 000 inscrites. Ça a évolué jusqu'à Amuse World parce qu'on a eu un procès propriété intellectuelle qu'on a gagné puis qu'on a perdu, donc on a dû tout changer. Donc c'est pour ça que c'est devenu Amuse World. Ce magazine, donc on avait cette communauté qui était très active. Et un jour, moi, je m'étais engagée, donc j'étais la seule à encore gérer un petit peu ce site-là, et je me lançais dans une nouvelle start-up. Donc, je m'en occupais plus trop, mais je m'étais rendu compte que les petites filles étaient extrêmement actives et qu'elles publiaient plein d'articles géniaux. Et je leur ai proposé de créer un magazine qui a été fait par elles, sur des sujets qu'elles ont traités elles, pour elles, dessinés pour elles. Et ça a été extra parce qu'en une semaine, on a réussi à faire un magazine de 60 pages où c'était les petites filles qui avaient écrit tous les articles, qui donnaient des conseils aux autres petites filles sur des problèmes qu'elles avaient elles-mêmes soulevés. Et moi, j'étais un petit peu juste la magicienne qui avait ajusté un petit peu tout ça. Elle dessinait, elle faisait tout. Et c'était génial. C'était une super expérience parce que je me suis dit, finalement, nous, on va écrire des magazines pour les enfants en leur disant ce qu'ils devraient faire, mais ils peuvent le faire eux-mêmes, en fait. Ça a tellement plus de sens. Ah oui, je trouve ça très intéressant. Ça. Mais c'était un magazine papier aussi ou c'était Non, juste… c'était un magazine en ligne. On a fait 4 numéros et puis après j'ai arrêté parce que j'ai commencé à faire. Voilà, c'était juste avant mon burn-out. Donc, Alors, tu vois, avec la langue des oiseaux, enfin, moi, j'adore les mots, etc. La différence entre Muse World et amuser, le A est privatif. Donc, le A, amuser, c'est nous couper des muses. Et donc, c'est très embêtant qu'on vous ait fait ça, de ne pas vous garder avec les muses. Donc, d'ailleurs, je ne dis pas que je m'amuse, moi, je dis je joue. Et le jeu,
et en même temps c'est le jeu. Ah bon là, bon non, ça me plaît pas, c'est multinational. On va essayer de terminer sur quelque chose de plus chouette. Ah bah voilà, ça c'est chouette. Rajeunissement cellulaire. Est-ce que quand tu parles de ça, ça évoque les medbeds qu'il y a sur des vaisseaux et qui commencent à arriver, je crois. Rajeunissement cellulaire. Alors écoute, moi j'aimerais bien les tester, ces medbeds, j'en ai entendu parler aussi. J'en suis impatiente. Écoute, le rajeunissement cellulaire, notre corps se renouvelle sans cesse et c'est vrai qu'on nous parle de vieillissement cellulaire. Alors c'est vrai, mais on a la capacité de rajeunir et d'avoir un impact sur nos cellules, notamment grâce à l'épigénétique et grâce à l'environnement dans lequel on va évoluer, grâce à nos pensées et le fait d'être en cohérence et de se remettre dans cet état de synchronicité va être vrai à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Travailler avec les sens, donc le toucher, les massages, enfin tout ce qui va stimuler un corps qui n'est pas stimulé, qui n'est pas utilisé, est un corps mort. Donc, à partir du moment où tu ramènes de la vie dans ton corps, tu vas rajeunir, même si à un moment, on va vers la mort, et donc forcément, le corps va aussi à un moment, mais encore qu'il y a des personnes qui disaient que la mort est une maladie. Alors, j'ai pas encore suffisamment étudié ça, mais on ne devrait peut-être même pas mourir. Oui, ben, en tout cas, être beaucoup plus. Enfin, moi, je crois tout à fait. Moi, je suis assez branché avec les galactiques et bon, voilà. Donc, je sais que. Mais même si on va pas chez les galactiques, moi, j'ai lu un livre sur les Esséniens et sur Anna, la mère de Jésus. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces pollutions et tous ces trucs, et elle a vécu 350 ans. Je veux dire, bon, voilà. Donc, on a des possibilités très certainement. Et moi, j'aimerais bien trouver ce medbed pas trop cher pour m'enlever 20 ans. 20 ans, c'est bien. Voilà, ça va être mieux. Écoute, on va rester sur ce bel espoir. Merci infiniment. Ça a été très, très riche, très riche cette entrevue. Je vais te laisser le mot de la fin. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que franchement, achetez ce livre et bravo à Yves Michel qui a été mon premier éditeur. Voilà, que bravo à toi d'avoir écrit ce livre passionnant, vraiment très très riche pour vous éviter voilà, d'un burn-out de 2 ans. Là, c'est beaucoup quand même. Tu vois. Alors, je te laisse le mot de la fin. Merci déjà à toi, Phil, de t'être intéressé donc à ce livre. Merci à Yves Michel aussi, au Souffle d'Or, parce que c'est vraiment une belle maison d'édition, courageux, indépendant, et il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est super de les soutenir aussi. Et le mot de la fin, pour moi, ce serait que, tu vois, au Brésil, ils ont une phrase que j'aime beaucoup, qui disent « On peut apprendre soit dans la douleur, soit dans l'amour ». Et moi, j'ai beaucoup appris dans l'amour. Et mon burn-out m'a fait apprendre aussi dans la douleur. Et c'est pas forcément évident. Et si j'ai écrit ce livre, c'est vraiment pour essayer d'aider les autres à vivre cette expérience-là ou ne pas la vivre et à apprendre ce que moi j'ai appris, mais dans l'amour. Parce qu'il me semble qu'on arrive à un moment de l'évolution de l'humanité où on est prêt à changer de modèle et on est prêt à aller vers un apprentissage qui va se faire dans l'amour et plus uniquement dans la souffrance. Parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup dans la souffrance, on l'a tous appris beaucoup. Mais mon rêve, mon sentiment est qu'on arrive à une époque où on va pouvoir changer de modèle et commencer à apprendre dans l'amour aussi. Donc voilà, j'espère que ce livre va vous permettre d'avancer dans l'amour et voilà, d'avancer grâce à l'amour que moi j'ai pu comprendre et transmettre et pas seulement grâce à la souffrance. Voilà, magnifique. Bah, écoute, c'est une très belle conclusion. Je rappelle que l'amour, c'est l'exact contraire de la peur, que sur l'échelle des fréquences, et que donc, on va se quitter dans cette belle énergie d'amour. Et puis, je vous dis à tous, bye bye, bye bye. Merci. Bye, merci pour votre attention. Et merci Phil. Bye bye.